Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ici la station de micro et KO. 160 mètres sur grandes ondes et 200 mètres sur ondes moyennes. Notre émission va commencer dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Micro et KO. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale. Vaste sujet. Comme d'habitude, avant de commencer ce nouvel épisode, voici notre petit disclaimer. Nous ne sommes ni médecins ni psychologues. Nous relatons uniquement notre vécu et l'expérience acquise au fur et à mesure des années. N'hésitez pas à vous diriger vers un professionnel si vous en ressentez le besoin. Mais nous vous rappelons que nous restons à l'écoute sur nos réseaux sociaux, @micro et KO, si vous avez envie de nous envoyer un petit message pour papoter un petit peu. On discutait la dernière fois avec Laurie en off de plusieurs sujets. Et à un moment donné, en fait, on est tombé sur le thème des réseaux sociaux et qu'est-ce que ça nous procurait comme sensation et comme vision de la vie, d'être sur les réseaux, de consommer du contenu, par rapport à comment nous, en fait, on se sentait par rapport à tout ça et par rapport aux créateurs de contenu. Et en fait, on a remarqué que la discussion était pas mal intéressante et on a décidé d'en faire un podcast parce que sincèrement, je pense qu'il y a des pistes de réflexion qui sont pas mal intéressantes et on s'est dit que ce serait cool de les partager avec vous. En fait, c'est parti d'une discussion où on parlait à la base de l'inner child, donc c'est l'enfant intérieur. En gros, le principe, c'est qu'on a tous notre enfant intérieur, donc notre nous petit, qui en fait va nous faire évoluer en tant qu'adulte. Et donc, de cet enfant-là, on va garder, si vous voulez, les peurs, les joies, les désirs qui n'ont pas été comblés, certains comportements négatifs aussi. Et en fait, tous ces schémas-là découlent de cet enfant intérieur, donc que ce soit positif ou négatif. On garde aussi ou pas de notre enfant intérieur tout ce qui va être l'innocence, la spontanéité, la joie de vivre, etc., etc. Et en fait, on en parlait parce que avec la psy, on s'était rendu compte que en devenant adulte, c'est vrai que notre enfant intérieur, il a souvent tendance à se faire un peu éclipser et on va vite, en fait, supporter le poids des responsabilités, avoir une vie qui va être assez stressante. C'est pas qu'on va devenir morose, mais presque, en fait. On va vraiment laisser peu à peu tomber cette spontanéité qu'on avait enfant, cette innocence qu'on avait enfant, parce que forcément, on n'avait pas de responsabilité, on n'avait pas la notion, quoi. Et tout ça, en fait, on va peu à peu l'oublier pour rencontrer plutôt un quotidien qui va être assez plat, assez cadré, assez stressant. Et en fait, avec ma psy, du coup, on est parti de ce principe-là en se disant qu'en gros, ce truc-là, c'était vachement parallèle avec tout ce qui est la zone de confort qu'on a tous. Et en gros, plus on va rester dans notre zone de confort, plus la zone de confort ne va pas s'agrandir. Et donc, en fait, à force, on va commencer à être de plus en plus craintif des nouvelles choses, d'essayer des nouvelles choses. On va de moins en moins laisser l'imprévu arriver. On va de moins en moins sortir de ses habitudes, etc., etc. Et en fait, ce genre de mode de vie-là, malheureusement, ça va nous enfermer, en fait, et nous rendre beaucoup plus hermétiques aux choses nouvelles et aux choses imprévues et tout ça. Et on va devenir beaucoup plus irritable facilement parce qu'en fait, tout ce qui va être de l'ordre du nouveau, ce sera quelque chose pour nous d'assez effrayant. Et généralement, l'humain, la première réaction humaine, tout ce qui est nouveau, c'est effrayant et donc c'est négatif. Et donc, généralement, on va plutôt être fermé, on va plutôt être réfractaire à essayer ou à, par exemple, même rien qu'une opinion, en fait, avec une personne nouvelle qui n'aurait potentiellement pas la même opinion que vous sur un sujet X ou Y, et ben vous allez vite vous fermer et vous dire non mais cette personne de toute façon elle comprend rien, c'est moi qui ai raison, enfin etc., etc. Et ça en fait ça découle de ce problème-là qui est de ne plus assez souvent sortir de votre zone de confort, de ne plus laisser des choses en fait imprévues vous arriver et vous dire ok c'est cool on y va go et au pire on regrettera et c'est pas grave. Et le problème c'est que maintenant avec les réseaux sociaux qui ont pris une place immense dans notre vie, en fait, on voit un nouveau phénomène apparaître depuis, je dirais, quelques années, qui est que on n'a plus le droit de rien dire. Je m'explique. Sur les réseaux sociaux maintenant, vous pourrez dire n'importe quoi. Il y aura toujours une personne qui va venir se plaindre en disant ah oui mais t'as pas dit ça, ah oui mais t'as dit ça, c'est pas bien, c'est pas politiquement correct, ah oui mais t'as oublié telle minorité, ah oui mais t'as pas parlé d'eux. Et en fait c'est lié dans le sens où c'est ce genre de personne là qui dans la vie va être
pas mal fermés aux nouvelles expériences et aux erreurs, en fait, parce que ça en fait partie, qui vont du coup devenir hyper irritables et qui vont en fait démarrer au quart de tour quand vous n'aurez pas dit ou que vous aurez dit quelque chose qui va les faire tilter. Et en fait, c'est de là après où on a découlé sur le problème des réseaux sociaux. On a relevé le problème qui est que maintenant, sur les réseaux sociaux et même dans la vraie vie, en fait, en réalité, on ne peut plus rien dire parce que les gens sont devenus vraiment trop sensibles mais sensibles dans le mauvais sens, à vraiment tout fliquer et à être hyper regardant et à chercher vraiment la petite bête de ce que vous allez dire. Et en fait, du coup, ça crée un espèce de climat hyper anxiogène où tu sens que tu peux plus rien dire parce il y en a toujours un qui va trouver quelque chose de négatif à ce que tu viens de dire, en fait. C'est de là où c'est parti, en fait, tout ce problème-là. Et on a commencé à réfléchir en se disant, OK, mais alors du coup, les réseaux sociaux actuellement, est-ce que c'est un endroit qui est plutôt positif, qui est plutôt sain, qui va vraiment aller vous aider sur, certains sujets? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est plutôt un climat hyper anxiogène où la seule chose que vous allez voir, c'est, les catastrophes, dans le monde et du coup, les gens qui vont se faire lyncher parce qu'ils ont dit tel ou tel truc, à tous les coins de rue, quoi? C'est comme ça que nous est donc venue la première question qui est: est-ce que les réseaux sociaux, c'est un outil de connexion ou une source de stress? Et c'est comme ça qu'on a commencé à débattre sur le sujet et donc on s'est dit que c'était quand même intéressant et qu'on devait en faire un podcast. Alors pour une fois, j'ai un avis qui est pas tranché sur le sujet. C'est-à-dire que pour moi, les réseaux sociaux peuvent très bien être un outil de connexion et une source de stress. C'est parfaitement les 2 en fait. Dans la mesure où c'est quand même, peu importe la plateforme, dont on parle, hein, il y a pas mal de réseaux maintenant, mais c'est quand même un moyen d'être en connexion avec d'autres personnes. Par exemple, en fait, rien que toi et moi qui vivons loin, s'il y avait pas les réseaux sociaux, ben, en fait, on pourrait pas communiquer autant qu'on le fait et je me vois mal, t'envoyer un pigeon voyageur toutes les semaines. Donc même les textos et cetera, enfin, bah, déjà dans notre cas, c'est pas possible puisqu'on vit pas dans le même pays donc ça serait Impossible. voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est quand même un outil de connexion, quoi qu'il arrive. Quand on habite loin avec des amis, il y a beaucoup de rencontres également qui se font sur les réseaux sociaux avec peut-être des gens qu'on n'aurait pas rencontrés dans notre vie, avec nos habitudes. Et en fait, ça ouvre quand même pas mal de perspectives sur des gens qu'on n'aurait pas rencontrés, sur des milieux qu'on n'aurait pas fréquentés. Et ça donne aussi la possibilité de se documenter sur des sujets auxquels peut-être on ne se serait pas intéressé. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas nier, je pense, que c'est un outil de connexion qui est génial et qui permet beaucoup de choses. Mais parallèlement à ça, ça peut être également une source de stress avec toutes les problématiques qu'on connaît déjà, en fait, avec toutes les informations anxiogènes qu'on nous balance à longueur de journée. C'est pas tu allumes ta télé et tu as ta petite chaîne d'infos régionale. Là, c'est vraiment, en fait, tu as en permanence les actualités qui se passent dans le monde entier. Donc déjà, rien que ça peut être anxiogène et rajouter du souci. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire qu'en fait les réseaux sociaux deviennent une source de stress, ne serait-ce qu'en fait par la quantité d'informations qu'on ingère à longueur de journée, quoi. Ouais, en ça, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Déjà, je pense aussi que l'humain est pas fait pour emmagasiner autant d'informations d'un coup, aussi vite. Dans une journée, par exemple, si tu passes ta journée à écouter, la radio, la télé ou tu vois, des trucs d'infos, je pense pas qu'on est fait pour avoir, ouais, qui a fait quoi? Pierre, Paul, Jacques, aux 4 coins de la planète, il s'est passé ci, il s'est passé ça, déjà. Et surtout, moi, je pense que en fait, les réseaux sociaux, pour moi, je le vois un peu comme un puits sans fond d'infos. Et donc, ça peut être tout autant génial parce qu'effectivement, tu peux découvrir des nouvelles choses que tu n'aurais jamais découvertes sinon, que ce soit des disciplines, des métiers, des loisirs, etc. Mais je trouve que ce qui pêche énormément, c'est qu'en fait, on ne sait pas comment les utiliser. Et moi, je trouve que c'est ça, en fait, la clé de tout. C'est que je pense pas que ce soit les réseaux sociaux le problème. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment les utiliser à bon escient. Dans le sens que, en ce moment, en fait, c'est trop facile de tomber dans toutes les dérives des réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, que ce soit les addictions,
que ce soit les comparaisons, tout ce qui peut engendrer du stress, de l'anxiété, de la dépression par rapport à tout ça. Et en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas comment utiliser les réseaux sociaux. Et c'est ça, je trouve, qui nous fait défaut. Et que si on était mieux armés et mieux prévenus et qu'on avait les bonnes techniques et qu'on avait les bons réflexes, je pense qu'on serait beaucoup mieux parés à l'imprévu, aux trucs qu'on voulait pas voir, aux dérives, et cetera, et cetera. Donc oui, évidemment qu'il y en aurait encore parce qu'il y a quand même des trucs sur lesquels on peut pas tout contrôler, évidemment. Mais je pense que si on nous apprenait à s'en servir, le monde irait beaucoup mieux, vraiment. Parce que ce serait beaucoup plus un outil positif, pédagogique, créatif, tout ce que vous voulez en fait, plus qu'un outil, dévastateur, anxiogène et cetera quoi. Selon moi, hein. Après je sais pas votre avis, sur la question, mais moi je pense vraiment que les réseaux sociaux au global, c'est juste un outil qui peut être merveilleux comme hyper néfaste et qu'en fait il faut juste qu'on apprenne à s'en servir quoi. Je suis d'accord avec toi. Et puis en plus, ce qui est impressionnant, c'est la quantité infinie de possibilités qu'il y a avec les réseaux sociaux en termes de sujets qu'on peut explorer, quoi. Ah oui, oui, c'est vertigineux. Je suis d'accord avec toi, c'est merveilleux, mais en même temps, on n'aura clairement pas assez de toute une vie pour avoir le temps de tout explorer aussi, tu vois? Donc ça aussi, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais qu'il y a beaucoup d'infos. C'est que je pense vraiment que l'être humain, il est pas fait pour avoir autant de stimulation et autant d'informations et en fait, ça peut, dans un cas extrême, mener aussi à la frustration, à potentiellement des burn-out et tout parce que, je te dis n'importe quoi, mais je suis sûre qu'il y a des gens sur la planète qui sont hyper stimulés par tout ça et qui ont envie de faire 1000 choses en même temps parce qu'ils ont envie d'essayer plein de trucs, parce qu'ils connaissent pas et qu'ils ont connu grâce à internet et qui, en fait, ne trouvent le temps de rien faire parce que justement, ils veulent trop essayer 2 choses en même temps, sauf qu'on a 24 heures dans une journée et qu'on n'a pas le temps de tout faire et du coup, ça mène à un autre problème qui serait que, du coup, tu deviens frustré. Peut-être que tu te dévalorises en te disant: «De toute façon, je suis nul, j'arrive à rien faire, je voulais faire ça, 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 ça et j'y arrive pas» et en fait, là, tu pars à la course, aux to-do list, infinies et du coup, aux to-do list que tu ne finis jamais puisqu'il y a beaucoup trop de choses et au burn-out et à la, dévalorisation de toi, en fait, en te disant: «Bah, en fait, je suis bonne à rien, j'ai pas le temps de tout faire. Moi, je m'étais mis ça en tête et puis finalement, j'y arrive pas». Sauf qu'en fait, c'est peut-être du simplement que les standards sont beaucoup trop hauts pour un humain normalement constitué, tu vois? Et que du coup, en fait, ça fait l'effet inverse. Donc au lieu de te stimuler et d'aller, te cultiver, te relaxer et tout plein de choses que peuvent faire les réseaux sociaux, bah, ça va justement venir à l'inverse te drainer, te mettre un coup, en fait, dans ta confiance en toi en te disant: «Ouais, OK, en fait, je suis bonne à rien faire, quoi. J'arrive pas à aligner ma journée, j'arrive pas à faire tout ce que je voulais faire» et c'est horrible et ça m'amène du coup à penser à une autre problématique, en parlant justement de ces to-do list à rallonge et qu'il y a que toi qui arrives pas à tout faire rentrer dans ta journée. La problématique qui est la comparaison constante, justement sur les réseaux sociaux avec les autres personnes où justement là je prends l'exemple d'Instagram qui se veut être une plateforme qui ne reflète absolument pas la réalité puisqu'on va plutôt aller y chercher des choses, esthétiquement jolies, satisfaisantes à regarder, les réussites des gens souvent tu vas rarement voir des échecs en fait, ou des trucs pas beaux, ou des trucs qui marchent pas, ou des trucs négatifs. C'est beaucoup plus enfin surtout Instagram en fait, c'est beaucoup plus ça prône beaucoup plus le positif et les trucs parfaits, les trucs beaux et cetera et cetera. Et donc typiquement sur Instagram, la comparaison, elle est difficile quoi, parce qu'en fait, on a tendance à trop l'oublier, mais les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie. Ce que vous voyez, ce n'est pas vrai. Ce sont des mises en scène. C'est l'histoire d'une demi-seconde pour une photo. Vous voyez ce qui est cadré, mais vous ne verrez pas ce qui n'est pas cadré. Il y a des retouches photos, il y a des retouches, lumière, couleur. Vraiment, on a vraiment trop tendance à oublier qu'on vous montre bien ce qu'on veut vous montrer, en fait et que ça ne reflète absolument pas la vraie vie de la personne, quoi et du coup, c'est d'autant plus grave quand on commence justement à se comparer, en fait, à ce genre de contenu parce qu'on se dit: «Mon Dieu, mais ma vie à moi, elle est loin de ça, quoi». J'ai quand même un avis un petit peu plus nuancé sur la chose parce que, alors oui, il y a des fois où tu vas te comparer à certaines personnes et franchement, ça fait mal. Et des fois, c'est même pas, tu es là, tu fais défiler en fait ton fil d'actualité Instagram et c'est même pas,
tu regardes des photos pour te comparer, c'est que c'est quelque chose que tu fais instinctivement. Mais de mon côté, il y a aussi le truc que des fois, quand je vais voir, par exemple, des filles qui font beaucoup de sport, qui ont, une ligne incroyable, une alimentation, irréprochable et cetera, il y a des moments où ça va me faire du mal parce que je vais me dire: «Ouais, purée, en fait, elles sont incroyables et moi je suis pas comme ça et ça va me faire de la peine». Il y a d'autres moments où ça va me motiver à faire des efforts et du coup, alors pas pour leur ressembler forcément, mais pour moi me sentir mieux et pour être en gros, je vais dire la phrase la plus galvaudée et horrible que je ne peux plus entendre, mais pour devenir la meilleure version de toi-même entre guillemets, bah des fois ça me motive de voir ce genre de contenu. Mais ça va vraiment dépendre des fois et ça va vraiment dépendre de mon humeur. Bah, en fait, là où je trouve qu'il y a une nuance, c'est si à partir du moment où, quand t'es pas disposé à le voir, ça te met un petit coup derrière la nuque, mais que ça passe au bout de 30 minutes, 1 heure, c'est pas grave, je pense. C'est plus si ça commence vraiment à jouer sur ton moral à long terme que là, ça commence à être alarmant. Aussi, un autre truc, c'est que à ce moment-là, du coup, est-ce que, par exemple, tu trouves pas que ce serait pas mieux de choisir, en fait, dans le sens où là, tu dis, par exemple, tu regardes ton fil d'actualité et tu tombes dessus, tu vois. Bah, si, admettons, tu es une personne que tu sais que tu es très sensible à ça, tu vas vite être négative avec toi-même, avoir très peu confiance en toi et vraiment te poser un milliard de questions pendant 3 jours. Si tu tombes sur une photo, sur laquelle il fallait pas que tu tombes au moment T parce que, pile à ce moment-là, tu étais un peu déprimé, bah, dans ces cas-là, est-ce que ce serait pas mieux, par exemple, de ne pas suivre ce genre de personnes pour justement ne pas tomber dessus quand tu ne le veux pas? Et en fait, à contrario, dans les moments où tu te sens plus confiante, un peu plus motivée et cetera, là, d'aller consommer du contenu comme ça, mais de ton propre chef, tu vois ce que je veux dire? Plutôt que de tomber dessus et de le subir dans n'importe quelle situation, là, tu choisirais d'aller le voir. Donc c'est peut-être ça la différence aussi. Ah oui, non mais ça je suis d'accord avec toi. Après c'est sûr qu'au bout d'un moment, si c'est quelque chose qui nous fait nous sentir mal, il faut faire du tri dans les personnes qu'on suit sur les réseaux sociaux et ne pas se faire du mal inutilement, quoi. Du coup, toi, tu dirais que les réseaux sociaux, ils sont en lien avec une, certaine perte d'estime de toi, de confiance en toi? Est-ce que ça change la façon dont tu te perçois? J'ai envie de te dire que ça dépend quel contenu tu consommes. Si tu consommes des gens qui te ressemblent, ça fait pas forcément c'est pas forcément négatif du coup. Ça va plutôt te faire sentir, commun en te disant: «Ah, il y a des gens comme moi» et de voir ces personnes-là traverser leur vie, leur bonheur et leur malheur, bah, ça te fait encore plus te sentir, commun. À l'inverse, si tu consommes du coup des gens qui n'ont rien à voir avec toi et que potentiellement c'est des gens à qui tu veux ressembler, là oui, là ça risque effectivement, comme toi en fait, dans certains moments, ça va être en mode motivant, en mode, «Allez, ça m'a donné envie» et dans d'autres moments, ça va me tirer vers le bas en mode: «Waouh, c'est vrai que c'est vrai que je ressemble pas à ça, c'est vrai que je suis pas comme ça, c'est vrai que moi je fais pas ça» et là, ça va plutôt te mettre un petit coup, tu vois? Donc je dirais que ça dépend. Ça dépend aussi de à quel âge aussi je les ai regardés, parce que ça dépend aussi de ma maturité sur la chose, de mon recul sur la chose. Justement, comme je le disais tout à l'heure, de se dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie, qu'une pause, par exemple, une pause d'un corps en photo, d'une photo qui dure une demi-seconde, ce n'est pas ce à quoi ressemble le corps de la personne, au quotidien, en fait, pas du tout, du tout, du tout. Et ça, on a trop tendance à l'oublier et bah, ça peut te miner, tu vois? Et ça, pour le coup, oui, ça m'est arrivé souvent, hein. Souvent de tomber sur des posts comme ça, comme toi. En regardant le fil d'actualité, hop, je tombe sur une photo d'une fille, qui prend une certaine pose, qui la met hyper en valeur et de me dire: «Je ne ressemble pas à ça du tout» et là, ça me mine le moral pendant des jours et là, tu te remets en question et c'est certain que chez certaines personnes, à long terme, ça va clairement jouer sur ta perception de toi, sur potentiellement ton alimentation. Je suis sûre que ça peut créer des TCA, de l'anxiété, mais c'est évident, c'est évident. Donc encore une fois, c'est évident que pour toutes ces raisons-là, oui, à certains moments de ma vie, ça a eu un impact sur comment je me voyais et que ce soit physique ou autre chose, hein, du style, je te dis n'importe quoi, quelqu'un qui va poster, une to do list de sa journée et tu sais, tu t'attardes un peu à lire un peu tout ce que la personne a fait.
La personne, elle a fait le ménage, la lessive, elle allait faire les courses, elle a récupéré ses gosses à l'école, elle a fait la bouffe, enfin, et puis elle a fait, un date avec son mec et là, tu te dis: «Mais OK, moi, je suis restée sur mon canapé toute la journée, à rien faire, la vaisselle est pas faite. Il aurait fallu que je passe l'aspirateur, mais j'ai pas eu envie, j'ai préféré regarder Netflix. Mais en fait, je sers à rien, je suis nulle». Donc c'est pas que le physique, tu vois? Ça peut être vraiment dans la tête, le mental, la productivité, les choses à faire et cetera, quoi. Donc ouais, je dirais que, ça m'est arrivé et que justement là, avec la maturité, le recul et le fait que, avec le temps, j'ai justement réussi à me «bâtir» entre guillemets un réseau qui me va, j'ai moins ça, du coup. Est-ce que toi, c'est le cas, du coup? Quand tu dis réseau qui te va, tu parles quoi? En termes d'influenceurs que tu suis sur les réseaux, tu as réussi à ne suivre que des personnes, avec lesquelles tu te sens bien? Exactement. OK. Avec le contenu que je consomme, je me sens bien, je me sens en accord et c'est marrant parce que ça change aussi, ça évolue. Il y a des gens que je ne suivais pas, parce qu'ils m'intéressaient pas, qui là d'un coup m'intéressent et l'inverse. Il y a des gens qui commencent à me faire sentir mal, du coup je les vire. Du coup, tu dirais, toi, que les influenceurs, ils ont un rôle plutôt inspirant ou plutôt toxique? En fait, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que tout dépend des personnes que tu suis selon ce que tu as envie de voir, quoi. Exactement, et quelqu'un de toxique pour toi va être inspirant pour quelqu'un d'autre. Du coup, c'est hyper, subjectif, je pense, pour le coup. La question elle est deep, hein, quand même. Faut quand même que je réfléchisse avant de faut que j'analyse, en fait. Déjà, je pense que c'est subjectif et en plus de ça, je pense que c'est évolutif. Dans le sens où ta manière de voir les choses va changer, tes valeurs vont évoluer et donc potentiellement cette personne-là peut du jour au lendemain ou alors doucement, doucement, devenir quelqu'un qui ne te convient plus et qui ne partage plus tes valeurs et cetera. Donc c'est vrai que c'est vachement, Oui, ou à l'inverse, cet influenceur en question, je dis influenceur même si j'aime pas du tout ce terme, mais voilà, au moins vous comprenez de quoi on parle. Cet influenceur en question évolue également au cours des années et peut évoluer dans sa façon de partager, dans ce qu'il partage, et cetera. tout à fait. Donc oui, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. En fait, c'est un peu comme une relation amoureuse, c'est-à-dire que les 2 dans la relation évoluent et tant que les chemins vont dans la même direction, bah, on continue comme ça. Mais il y a de très fortes chances qu'un jour, il y ait un des 2 chemins, voire les 2, qui ne se suivent plus et donc là, c'est la fin de la relation. Bah, en fait, je trouve que le contenu sur les réseaux sociaux des personnes que tu suis, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tant que tu es en accord avec ce que la personne fait, go, tu vois? Genre, il y a pas de souci. Mais pour le coup, en fait, la subtilité dans cette question, je trouve, au final, en y réfléchissant, en fait, je pense que ma théorie, elle est bonne, mais évidemment que je ne peux pas englober tout le monde parce que ce que j'allais dire, c'est que, selon moi, il y a pas d'influenceurs qui font du contenu toxique. Alors, du coup, oui, on est bien d'accord que oui, il y a des influenceurs excessivement problématiques. Là, je parle vraiment des influenceurs qui sont, pour le coup, équilibrés, lambda, enfin voilà, des gens, qui font du contenu normal. Je parle vraiment pas des gens problématiques, ça, on n'en parle pas. Donc dans les gens qui font du contenu équilibré, selon moi, il y a c'est pas l'influenceur qui va être toxique, c'est plus, encore une fois, c'est un outil et donc selon moi, c'est plus à nous de prendre nos précautions sur ce qu'on va regarder et comment on va le regarder en pleine conscience, plutôt qu'aux influenceurs, tu vois, de les juger en se disant: «Ah oui, mais ça, j'ai trouvé ça toxique» et cetera. Parce qu'encore une fois, c'est très subjectif. Donc ce qui va être toxique pour moi ne va pas l'être pour le voisin. Oui, bien sûr, après, c'est comme dans la vie, hein, si tu as du diabète, tu vas pas t'enfiler un paquet de bonbons alors que, attends, ta voisine, ça fait rien, quoi. Exactement et donc pour moi, pour répondre à ta question, en fait, non, je pense pas que le rôle des influenceurs, il peut être toxique. Je pense que ce qui peut être toxique dans l'équation, c'est comment toi tu consommes le contenu, en fait. C'est plus ça le truc et qu'encore une fois, on en revient sur le problème que on ne sait pas comment consommer du contenu. On en c'est toujours le même souci pour moi. Est-ce qu'on parlerait pas maintenant un petit peu d'addiction et du côté toxique, pour le coup, des réseaux sociaux? Parce que là, il y a notamment un réseau qui me vient en tête, TikTok pour ne pas le nommer, et de l'impact qu'a ce réseau social, j'allais dire sur les gens, mais
sur tout le monde, je pense, mais je sais que sur moi, c'est hardcore l'impact de TikTok. Et tous les jours que Dieu fait, je me demande si je vais pas supprimer cette application. Bah, du coup, je vais te laisser en parler puisque je n'ai pas TikTok pour cette raison-là. Tu n'as pas TikTok, mais tu as les réels sur Insta. Tout à Et fait. voilà. Et c'est pareil. Non. Si. Laisse-moi l'illusion que ce n'est pas pareil, d'accord? D'accord. Non, j'aimerais relever notamment un point qu'on a noté sur notre petite feuille de route, qui est l'impact des réseaux sociaux sur le sommeil. Et du coup, je vais parler de mon expérience à moi, après tu nous partageras la tienne. Mais par rapport à TikTok, parce que oui, évidemment, je scrolle sur Instagram, même sur Facebook, parce que je suis une ancienne. Mais c'est vrai que le réseau que je consomme le plus le soir, quand je suis dans mon lit, c'est TikTok. Grave erreur, que je fais tous les soirs, hein, cependant, mais grave erreur quand même, parce qu'en fait, bah, je n'arrive jamais à m'arrêter et je vois l'heure qui défile et à chaque fois, je me dis: «Bon allez, encore une, allez, encore une» et à chaque fois, l'heure défile et en fait, je trouve que ça peut paraître bête dit comme ça, mais il y a que les gens qui vont sur TikTok, je pense, qui peuvent comprendre. T'arrives pas à arrêter, c'est horrible. C'est vraiment une application qui, pour moi, est dangereuse. Le mot peut paraître un peu fort, mais vraiment, je l'aperçois comme tel, quoi. Ah, mais c'est le cas, hein. D'ailleurs, j'avais vu une vidéo que Joyka avait partagée sur ses réseaux concernant TikTok, d'un mec en fait qui expliquait un petit peu le fonctionnement de TikTok et qu'est-ce que ça allait faire sur notre cerveau à long terme. Et en fait, c'était terrifiant. La vidéo m'a hypnotisée. Je crois qu'elle dure une vingtaine de minutes. Je sais plus le nom du mec. Je suis plus capable de la trouver là comme ça de mémoire. Mais en gros, ça expliquait les dangers en fait de TikTok et que ça explique ton problème, qui est que tu n'arrives plus à t'arrêter. C'est qu'en fait, ça part du principe que en gros, ça va entraîner ton cerveau à recevoir une dose de dopamine très rapidement, puisque c'est 1 minute. Et donc en fait, bah, chose qu'on ne connaissait pas avant, c'est-à-dire avoir une récompense assez rapidement, puisque avant les réseaux sociaux, il fallait vraiment mettre du cœur à l'ouvrage pour avoir de la récompense. Faire une séance de sport, faire un gâteau, ça prenait du temps de faire ces choses-là. Donc avant d'avoir la dose de dopamine, il y avait quand même un moindre effort qui était demandé de notre part. Alors que là, à cause de TikTok, en ne faisant rien, en étant au fond de ton lit, en 1 minute, tu as une dose de dopamine. Et ça, c'est quelque chose que notre cerveau ne connaissait pas avant. Et donc, en fait, TikTok est en train, c'est horrible, hein, mais TikTok est en train de reprogrammer nos cerveaux de sorte à ce que nos cerveaux commencent à avoir de plus en plus l'habitude d'avoir rapidement et sans effort de la dopamine. Ce qui fait que ça pose des problèmes à long terme de concentration. Par exemple, tu en fais partie d'ailleurs, Oui. des gens qui ont du mal à regarder un film pendant 1 heure ou 2 heures à rester assis en ne faisant que ça, bah, c'est un des problèmes, c'est une des causes. C'est parce qu'en fait, ton cerveau, il est beaucoup trop habitué maintenant à avoir, une dose de satisfaction rapide. Alors que là, tu te dis: «Mon Dieu, un film de 2 heures, c'est pas possible, je vais pas réussir à tenir, quoi». Et en fait, ça engendre du coup, en parallèle, en ricochet, des problèmes de concentration, heu, de la procrastination aussi, parce qu'en fait, forcément, ton cerveau, il peut avoir de la dopamine en faisant rien, juste en scrollant. Qu'est-ce qui va aller s'embêter à aller faire un gâteau pendant 40 minutes pour avoir une dose de dopamine, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, ça a aussi un problème dans tout ce qui est, faire des trucs. Avoir le goût de l'effort en fait, Mais ça, alors j'ai pas vu cette vidéo, mais du coup, si tu la retrouves, j'aimerais bien que tu me la partages. Par contre, j'avais vu un article qui parlait de ça et en fait qui expliquait que quand les grosses entreprises développent des applications, il y a en fait des personnes qui sont employées à trouver un moyen en fait pour que les gens consomment et restent le plus longtemps possible sur cette application. c'est terrifiant. Oui. Et en fait, TikTok, le problème que ça génère avec la dopamine, ils en sont parfaitement au courant et c'est quelque chose qui a été voulu en fait. Tout à fait. Parce que plus ils génèrent de la dopamine chez les gens qui utilisent leur application, plus les gens vont rester longtemps sur leur application et plus ça va leur générer des revenus. Rappelons-le, nous sommes dans un monde capitaliste, donc c'est totalement logique.
Tout à fait. Mais c'est très effrayant. Donc pour revenir au sommeil, moi c'est vrai que ça a un impact énorme et ça a tendance vraiment beaucoup à repousser l'heure de mon coucher et également à abîmer un petit peu, je pense, ma qualité de sommeil parce que forcément, avant de s'endormir, on a un écran devant les yeux, on fait défiler des vidéos. Il y a quand même une certaine forme, d'excitation que ça engendre pour le cerveau et donc du coup, le temps d'endormissement est plus ou moins long, mais c'est surtout la qualité du sommeil n'est pas la même. C'est certain. C'est certain parce que du coup, ton cerveau, il est stimulé encore et encore et encore, comme on disait tout à l'heure. C'est ça qui est horrible en plus avec TikTok, c'est ça qui est horrible avec TikTok, c'est qu'en plus, alors je suppose que ça dépend du contenu que tu regardes, je pense, vu que c'est personnalisé, mais je suppose que dans la plupart des cas, tu vas avoir, enfin dans ton cas à toi, admettons, tu vas avoir d'un coup un truc drôle sur un film. Après, ça va être une recette de cuisine, puis après, ça va être un chaton, mignon, puis après, ça va être, un mec qui se casse la gueule. Enfin, en gros, encore une fois, ton cerveau à 22h30 le soir, au moment où tu es supposé être, apaisé, relaxé, avoir des pensées qui sont calmes, des trucs qui t'apaisent et cetera, tu vas te bombarder d'infos, d'un coup, tu vois? En te stimulant encore et encore et encore et en ajoutant des informations qui ne sont absolument pas nécessaires à l'instant T. Par contre, un truc que j'ai pas moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça. Quand je me réveille le matin, je prends pas mon téléphone et je vais pas sur les réseaux sociaux quand je suis dans mon lit. C'est un truc que j'ai jamais fait et en fait, sincèrement, j'y pense même pas. C'est vraiment le matin, mon réveil sonne ou je me lève toute seule. Je me lève, je prends mon café. Enfin, il y a vraiment un temps qui se passe avant que je prenne mon téléphone et que je regarde les réseaux. Ah ouais, ça, c'est incroyable. Je pense qu'on va clôturer ici pour cet épisode qui est déjà pas mal long. Parce que les 2 derniers épisodes qu'on a publiés étaient particulièrement longs pour le coup. C'est vrai. On aurait vraiment de quoi, je pense, faire un deuxième épisode. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Il y a vraiment des sujets qu'on n'a pas abordés par rapport aux réseaux sociaux. On espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude un lundi sur 2 pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram et TikTok, Micro et KO. On se dit à très bientôt. À bientôt. Salut!